Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce dernier webinaire Défi XP, qui est le 15e d'une série qui a commencé au printemps dernier, en printemps 2022. Je suis Émeric Monet, je travaille à l'ACTA, je suis membre de la cellule d'animation nationale Défi en tant qu'animateur du réseau Défi XP. Donc, on est très heureux que vous participiez à ce dernier webinaire qui va être animé par Romario, mon collègue, et qui va prendre la suite. Juste, moi, j'interviens pour vous remercier d'avoir participé à cette série, remercier tous les intervenants qui ont préparé des interventions au cours de ces webinaires qui nous ont permis de présenter une partie des travaux du réseau Défi XP. Au total, ces webinaires ont réuni à peu près 1500 participants pour un peu le double d'inscrits. Et donc, voilà, on est très content d'avoir pu partager ça avec vous et toutes les personnes qui s'intéressent à cette question de la réduction de l'usage des pesticides en agriculture. Nous ferons un petit bilan à l'issue de ce dernier webinaire. Vous recevrez des éléments un peu qui montreront la participation qui a eu lieu au cours de ces différents webinaires. Et encore une fois, je remercie les différentes personnes qui ont contribué à l'organisation de ces webinaires, en particulier Solène, Marie, André, Romario et Elisa. Et je passe la parole à Romario pour l'animation de ce webinaire. Merci. Merci, Emric. Bonjour à tous et à toutes. Je vais peut-être partager mon écran. Attendez. Oui, je suis Romain Jacques, je travaille à l'ACTA et je suis membre de la cellule d'animation nationale du réseau Défi. Aujourd'hui, je serai l'animateur de ce webinaire avec Elisa Mignot, qui est aussi à l'écran. Ce 15e webinaire Défi XP, comme l'a souligné Emric, vient clôturer 3 séries de webinaires qui ont débuté au printemps dernier. Ces webinaires sont organisés par le réseau Défi XP depuis le printemps dernier, comme je le disais. Et chaque webinaire traitait d'une thématique en lien avec la réduction de l'usage des pesticides et a fait témoigner les projets Défi XP en mixant le plus que possible les filières. Pour ce webinaire, nous allons suivre le même format que d'habitude, c'est-à-dire des présentations de 15 minutes, suivi d'un temps questions-réponses de 5 minutes entre chaque intervention. Vous pourrez poser vos questions aux intervenants en utilisant le bouton QR, tandis que le bouton discussion, converser au chat selon la version de Zoom à votre disposition, est à utiliser pour nous faire part d'un éventuel souci technique. Les questions qui n'auraient pas le temps d'être traitées dans ce webinaire pourront l'être dans le chat pendant le webinaire ou peut-être après le webinaire. Avant de laisser la parole à nos intervenants, quelques rappels sur le réseau Défi XP. Alors, c'est un réseau qui est composé de 41 projets d'expérimentation qui ont débuté en 2018 ou 2019 et vont se terminer en 2023 ou 2024. Alors, ces projets, ils sont financés dans le cadre du plan Ecofito. Ce sont des projets qui testent à l'échelle des systèmes de culture, voire à des échelles supérieures, des combinaisons de leviers et une approche agroécologique qui favorise la régulation naturelle des bioagresseurs pour n'utiliser les pesticides qu'en ultime recours. Au total, ce sont 197 sites et 260 systèmes qui sont expérimentés dans ce réseau, qui est aussi le petit frère du réseau ferme, qui lui est composé de 2000 exploitations volontaires pour tester les réductions d'IFT dans leur système de culture. Pour plus d'infos sur les projets Défi XP, je vous invite à consulter sur le portail Ecofitopic les pages dédiées au projet, les pages sites, système Défi XP. Alors, ces pages, elles sont alimentées au fur et à mesure de l'acquisition des résultats dans les projets. Le webinaire d'aujourd'hui s'intéresse au renforcement de la biodiversité fonctionnelle en système agroécologique. Nous allons accueillir 3 intervenants qui représentent 3 projets. Tout d'abord, nous aurons une intervention de François Wallop du GRAB pour le projet MPUSA en arboriculture et grande culture.
Et ensuite, nous aurons une intervention de Violaine Dessieux de INRAE pour le projet ABC en grande culture. Et enfin, nous allons accueillir Mathieu Kouli du CIRAD pour le projet Banabio en culture tropicale. Et je les remercie d'avance pour leurs interventions. Alors, juste avant de laisser la parole à François, il va introduire le projet Mpoussa. Alors, le projet Mpoussa, c'est le projet d'évaluation de la multiperformance en système agroforestier à base fruitier. Euh, Ce projet fait suite au projet Défi XP vertical. Il teste deux systèmes de culture sur deux sites expérimentaux dans le sud. Ce projet propose d'expérimenter des systèmes pluristratifiés en agroforesterie qui associent des espèces fruitières et des cultures annuelles, donc maraîchage ou grande culture, et qui sont conduits en agriculture biologique. Les objectifs du projet sont d'évaluer la durabilité des systèmes agroforestiers à base de fruitiers. Donc, ils vont évaluer leur performance et socio-économique et environnementale, leur faisabilité technique et leur réussite globale. Il s'agit aussi d'étudier les services attendus par ces systèmes, donc les services de régulation, de la biodiversité fonctionnelle, services de production. Et en complément à l'agroforesterie, donc la diversification culturelle, différents leviers sont mobilisés dans le cadre de ce projet. Il y a le choix variétal, les infrastructures agroécologiques, la réduction du travail du sol, etc. Alors, François, je te laisse la main pour partager ton écran et aussi pour faire ton intervention pendant 10 minutes, pendant 15 minutes alors, pardonnez-moi. Ok, merci Romario. Alors, est-ce que la diapositive est bien là? Par contre, tu n'es pas Comme encore en ça. mode présentateur. Oui, c'est bon. Ok. Super. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis François Warlop. Merci Émeric et Romario pour l'introduction et merci Romario pour la présentation du projet Ampusa, donc qui se termine cette année. Donc, je vais vous présenter au nom de mes partenaires au GRAB, à la Chambre de la Drôme, mais également d'autres partenaires impliqués dans le projet, quelques résultats. Donc, focalisés bien sûr sur la biodiversité fonctionnelle, donc suivi dans le cadre de ce projet. Donc un projet effectivement en agroforesterie avec des fruitiers, donc avec un dispositif XP sur la plateforme Table, donc qui est piloté par la Chambre d'agriculture de la Drôme, à côté de Valence, et un dispositif à la Durette, donc sur Avignon, qui est piloté par le GRAB. Sur le site d'Avignon, donc c'est une ferme en agroforesterie d'environ 4 hectares qui associe donc des fruitiers et du maraîchage diversifié. Donc c'est une ferme qui est plutôt orientée pour le circuit court, donc très diversifiée, ce qui a pas mal d'impact en termes d'itinéraire technique et de valorisation. Donc c'est une ferme qui est gérée par des agriculteurs directement, hein, qui sont organisés en GAEC. Et donc, il y a un projet de recherche qui est adossé à cette ferme pilote. Voilà, donc avec une grande diversité, vous avez le plan de masse sur la gauche. Et sur la plateforme Table, donc c'est un dispositif qui est piloté par la Chambre de la Drôme avec ses partenaires techniques, donc la CEFRA pour la gestion des vergers, le Arvalis pour la gestion des grandes cultures, le pilotage des grandes cultures, etc. Donc c'est un dispositif de plus grande ampleur orienté pour le circuit long, donc avec une diversité plus faible. Là, on a donc, vous voyez sur la photo aérienne, des rangées de pêchers, donc 3 rangées à chaque fois, intercalées avec des grandes cultures, donc une rotation de grandes cultures, rotation assez longue avec soja, maïs, févrole, colza, blé, donc dans un dispositif agroforestier avec une référence, donc une partie témoin sur une autre parcelle de la plateforme, ce qui permet donc de comparer les deux itinéraires et les deux systèmes de culture. Donc ces deux dispositifs sont évalués pour différents indicateurs, hein, autour de la biodiversité, mais plus largement, bien sûr, autour d'indicateurs socio-économiques, d'IFT, de rendement et de faisabilité. Donc
Romario a présenté un peu les leviers qui ont été mobilisés. Donc, effectivement, c'est les choix variétaux, la complexification du système de culture, le mode de commercialisation en ce qui concerne la durette, le travail du sol, etc. Et donc, ces conceptions de système, donc, comme ça a été dit, ça a été réfléchi dans le cadre du projet vertical, donc qui a commencé en 2012 et qui s'est terminé en 2018. Et on a formalisé donc ces fiches qui reprennent un peu toute la conception et la genèse des systèmes. Donc, vous trouverez sur ces fiches les différents leviers et les choix qui ont amené à concevoir ces deux sites dans le cadre d'Ecofito. En ce qui concerne la plateforme Tab, donc, et dans le cadre du projet Ampusa, donc depuis 2019, il y a un certain nombre de suivis qui sont faits pour mieux comprendre donc, la part de biodiversité fonctionnelle et son effet sur les cultures. Donc, il y a un suivi de bioagresseurs qui est réalisé dans les différents systèmes de culture, et puis un suivi de rendement aussi. Donc, je vais vous présenter un peu la synthèse des travaux de 2019 à 2022 sur ces grandes cultures. Donc, c'est les travaux qui sont pilotés par la Chambre de la Drôme et pas directement par moi. Donc, sur une première synthèse sur colza sur plusieurs années, donc il y a des suivis qui sont faits sur l'occupation des hampes florales, donc en haut à gauche par le puceron cendré, où vous voyez ici pas de différence significative, mais une légère augmentation sensible de pucerons cendrés donc dans le système agroforestier. En haut à droite, donc un pourcentage de larves de méligètes parasitées avec une tendance à réduire ce parasitisme dans le système agroforestier. Et une différence significative donc, sur le nombre de méligètes observés sur colza, avec donc une réduction du nombre du ravageur principal sur colza dans le système agroforestier. Donc un premier résultat intéressant en faveur de l'agroforesterie. Sur févrole, donc d'autres ravageurs sont suivis, donc le puceron noir. Donc là, dans les trois cas de figure, on a une réduction donc, des bioagresseurs dans le système agroforestier, avec deux cas significatifs, donc de réduction de la rouille en agroforesterie et réduction des cétones sur la févrole, également sur le système agroforestier. Sur maïs, un suivi essentiellement sur les cicadelles sur maïs, qui donne également une légère réduction des dégâts de cicadelles dans le système agroforestier, donc qui corrobore un peu les conclusions sur d'autres ravageurs et d'autres cultures. Et enfin sur forficule, donc un ravageur important suivi sur verger de pêcher, où là on observe une forte occupation du forficule dans les pêchers en comparaison aux grandes cultures qui les intéressent beaucoup moins. Et dans ce cas-là, donc on a une présence de forficule assez importante dans le système agroforestier, peut-être liée à une présence un environnement, une ambiance forestière qui lui conviendrait peut-être un peu mieux. Donc dans le cas de figure du graphe à gauche et qu'on n'observe pas dans une autre évaluation sur le graphe à droite. Voilà, donc quelques conclusions sur des observations de régulation naturelle dans les systèmes agroforestiers sur la plateforme Tab. En termes de rendement étalé, enfin nivelé donc, sur les 4 années suivies du projet Ampusa. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de différence notable sur les différentes cultures ou au total. On peut observer une légère réduction du rendement sur l'agroforesterie pour les grandes cultures, mais sans différence significative et statistique. Voilà, quelques résultats pour la plateforme Tab, et évidemment très, très rapide. Quelques résultats également côté durette, donc où depuis le projet vertical, on a suivi plusieurs communautés de groupes fonctionnels. Donc je commence rapidement avec une évaluation des abeilles sauvages qui ont été suivies donc, lors d'un stage sur une année.
donc avec une collecte et une identification un peu lourde. Et donc, on a comparé les effectifs et la diversité sur la ferme de la Durette en comparaison à un autre verger maraîcher à proximité et en comparaison à un verger biologique et un verger conventionnel, où on voit donc à la fois pour l'abondance totale par site et en diversité, une augmentation assez sensible du nombre de genres et du nombre de spécimens globalement en abeilles sauvages, et donc évidemment avec un meilleur service rendu attendu sur la pollinisation des fruitiers et des légumes, qui est là beaucoup plus compliqué à mesurer, bien sûr. On a également depuis 2012, donc depuis le début du projet, avec l'appui d'un collègue de l'INRA Avignon, donc on a suivi les oiseaux nicheurs, nidificateurs sur le site de la Durette. Donc on a, avec Jean-Charles Bouvier, donc, sorti un petit article dans Réussir fruits et légumes cet hiver-là, donc qui montre que les vergers maraîchers, avec l'exemple de la Durette, sont favorables aux oiseaux. Donc vous voyez, abondance et richesse spécifiques ont été également suivies de 2012 à 2022 et montrent une augmentation assez nette aussi du nombre et de la diversité en oiseaux au fur et à mesure de la diversification du milieu, puisqu'en 2012, on était encore sur un site en friche. En 2013, on a installé les luzernes et les premiers arbres. Et donc, on a eu le maraîchage qui est arrivé en 2016 et la ferme qui est rentrée en production à partir de 2016. Et donc avec une forte diversité de nourriture et d'abris sur le site, qui a amené donc aux populations une grande diversification. Et dans le cadre du projet Ampusa, donc on travaille de façon un peu plus précise à essayer de comprendre comment se passe la régulation en verger maraîcher, donc dans des systèmes qui associent les fruitiers et le maraîchage, qu'on compare donc sur 3 fermes qui sont uniquement avec du maraîchage diversifié, 2 à 3 fermes en verger seul, et donc on compare la ferme de la Durette et 2 autres vergers maraîchers à ces autres systèmes cultivés. Donc, on dispose des petites cartes de prédation, comme vous voyez sur les photos en haut, soit dans les légumes, soit dans les fruitiers. Et donc, vous voyez quelques résultats, donc un peu synthétiques également. Donc, sur le schéma de gauche, vous voyez donc les boîtes à moustaches, donc, qui concernent les fruitiers seuls et les fruitiers qui sont en système agroforestier, et également les légumes seuls et les légumes en agroforesterie. Vous voyez que pour le cas de 2020, on a pour les légumes une petite différence avec une régulation, une prédation plus importante en agroforesterie sur les 5 sessions qui ont été réalisées en 2020. On note aussi une légère augmentation des fruitiers en agroforesterie, mais sans différence statistique. Et quand on fait une synthèse sur 4 années, là, on observe aussi une augmentation sensible de la prédation en agroforesterie, sans toutefois avoir de différences statistiques au sein du binôme, quoi. On s'amuse aussi à disposer des petites chenilles en pâte à modeler, comme ça se fait beaucoup, pour essayer d'évaluer donc la prédation dans les cultures. Et donc, là également, sur les 2 dernières années, on voit une augmentation sensible donc, de la prédation par les arthropodes, avec une augmentation dans les fruitiers par rapport aux fruitiers seuls, donc fruitiers en agroforesterie par rapport aux fruitiers seuls, et légumes en agroforesterie par rapport aux légumes seuls, sans toutefois, quand on agrège toutes les sessions sur les 2 années, sans toutefois pouvoir les distinguer statistiquement, ce qui n'empêche pas que pour certaines sessions, ponctuellement, on observe des différences statistiques quand on les prend session par session. Et également pour les oiseaux, puisque ces chenilles visent avant tout à évaluer, à chiffrer la prédation par les oiseaux. Donc, vous voyez un exemple de notation qu'on fait sur un coup de bec d'un oiseau qui fait une tentative. Et donc là, on observe aussi donc une prédation, en tout cas des attaques qui se font un peu plus sur les fruitiers, et notamment un peu plus sur les fruitiers en système diversifié. Mais là encore, on est sur le même groupe statistique,
probablement lié à aussi une forte hétérogénéité, une forte variabilité des réponses. Voilà le type de travaux qu'on réalise sur la durette pour essayer d'approcher donc le service rendu sur la culture qui est toujours compliqué. Donc, on utilise un peu ce système détourné pour évaluer le service rendu, pour réguler les différents ravageurs. Voilà, je vous remercie et je me tiens à votre disposition ainsi que mes collègues pour d'autres précisions. Et puis, dans le diaporama, vous trouverez quelques informations supplémentaires. Je ne sais pas si j'ai encore 30 secondes pour les présenter. Mais voilà, on avait réalisé un poster en 2021 pour le Tech Bio que vous pourrez également télécharger avec quelques informations en plus sur les chauves-souris, sur des auxiliaires généralistes ou même sur des vertébrés qui ont été suivis. Vous êtes invité aux prochaines visites qu'on peut organiser sur la ferme de la Durette à Avignon, et puis quelques liens sur nos sites respectifs pour le projet en plus. Merci. Merci François. Peut-être tu pourrais essayer de mettre ces liens dans le chat, comme ça Ouais. tout le monde aura accès, quoi. Ben, merci pour cette présentation. Alors, on va rapidement passer à la série, enfin, à la séance des questions-réponses. Attends, je remets ma diapo. Ah, oui, donc, il y a une première question. En fait, les forficules font des dégâts sur fruits, donc piqûres. Vous les considérez fonctionnels? Fonctionnel, c'est-à-dire auxiliaire? Je ne saisis pas trop bien le sens de la Les forficules question. ont un Oui, statut un peu ambigu, effectivement, en arboriculture, hein, puisqu'ils sont auxiliaires et utiles sur les fruits à pépins. Et ils sont des ravageurs importants sur pêche abricot notamment. Et donc, voilà, je ne sais pas si c'est ça la question, mais effectivement, dans les systèmes diversifiés, on va essayer d'assurer un transfert depuis les fruits à noyaux vers les fruits à pépins par différents moyens, quand on peut prendre le temps de gérer ce transfert, quoi. Une autre question de Christophe Rouban cette fois. L'évolution de la consommation d'insecticides, est-ce que vous le considérez comme un indicateur indirect alors? Pour nos propres sites? Oui, oui. Oui, bien sûr, bah, l'IFT est suivi, hein, ça c'est de toute façon une obligation dans les projets éco-phyto. Donc on est sur la plateforme TAB, on est sur des niveaux d'IFT qui sont assez fortement réduits par rapport aux références. Donc c'est bien sûr un indicateur de viabilité des systèmes et des leviers de réduction qui ont été mobilisés. Du choix variétal, de l'assolement, etc. Et sur la durette, on est aussi sur des IFT qui sont fortement réduits, en raison notamment d'une valorisation en circuit court qui permet d'assurer aussi une bonne valorisation économique et, comme je disais, avec un impact sur l'itinéraire technique et sur les rendements attendus, bien sûr, puisqu'on n'est pas sur les mêmes niveaux de rendement qu'un système organisé pour du circuit long. Mais de votre côté, comment se passe le partage et la diffusion des résultats auprès des producteurs? Et qu'est-ce que vous transférez en fait? Eh bien, le premier partage, ça va être les visites de site, hein, qui amènent beaucoup de questions sur l'organisation du travail, le fonctionnement de chaque atelier par rapport à l'autre. Donc, il y a beaucoup de discussions qui sont de l'ordre de l'organisation du travail, donc plutôt d'ordre sociologique ou socio-économique, on va dire. On partage aussi les informations sur tous les aménagements agroécologiques qui ont pu être réalisés, soit sur la plateforme TAB, soit sur la ferme de la Durette, donc en montrant ce qui a pu être réalisé, comment on les fait, quels sont les résultats attendus, même si ce n'est pas toujours évident de quantifier ce résultat attendu, ça c'est toujours le même problème. Et puis on partage le
genre de fiches techniques que je vous ai présentées, qui montrent un peu les réflexions et les choix qui ont été faits, arrêtés. Le choix en termes de matériel végétal pour les fruitiers, ce qui est toujours une problématique pour des agriculteurs qui souhaitent intégrer des fruitiers, mais qui ne connaissent pas forcément l'arboriculture fruitière. Donc, ouais, il y a énormément de discussions qui abordent des aspects agronomiques, économiques, biodiversité, valorisation, etc., quoi. Donc, c'est très, très riche en général, les visites. D'accord, merci. On va peut-être passer à la... Merci François. Merci. On va peut-être passer tout de suite à la... Attends, j'ai à une petite la... question pour François. Oui, oui. Est-ce que tu comptes, parce que là, vous commencez à avoir un peu d'historique sur vos sites, en particulier sur le site de la TAB, plateforme TAB. Est-ce que tu pourrais considérer qu'il y a une forme de stabilité des régulations ou de la maîtrise de votre système? Les résultats que tu montres, c'est qu'il y a quand même une incidence de la régulation par le système agroforestier qui s'observe. Est-ce que c'est une tendance qui se stabilise ou comment vous percevez un peu les choses? Alors, bon, moi, je ne travaille pas directement à la table, hein, donc je voudrais pas. Enfin, je vais répondre à la place de Clément, mais je n'espère pas détourner son impression. Mais oui, je pense qu'à partir d'un moment où le système a 7 ans, 8 ans, voire plus, il commence à s'installer dans une routine. Je sais qu'ils auraient aimé peut-être avoir un système un peu plus diversifié en pêché pour arriver à un résultat un peu plus probant encore. Mais là, oui, effectivement, il y a un apprentissage aussi de la part des opérateurs sur le terrain qui gèrent le verger, donc qui ont aussi appris à gérer l'itinéraire technique du verger de pêcher en lien avec le système globalement, donc avec la régulation attendue par les haies, par les espaces laissés en friche et par les grandes cultures aussi qui jouent un rôle de réservoir, quoi. Donc, il y a un apprentissage qui se fait avec le temps qui permet de faire évoluer aussi les itinéraires et notamment les itinéraires phyto, quoi. Ok, merci. Ben, merci. Merci à tous. Merci à toi, François. On va peut-être maintenant passer directement à la deuxième intervention avec Violaine Bessier de INRAE. Alors, pour le projet ABC, c'est le projet agroécologie en Bourgogne et région centre. Ce projet est réparti sur 2 sites expérimentaux en plaine dijonnaise et Champagne-Brichonne. Il vise à co-concevoir et à évaluer 5 systèmes agroécologiques définis comme des mosaïques de systèmes de culture mettant en œuvre des principes de l'agroécologie et associés à des infrastructures agroécologiques sur quelques dizaines d'hectares. L'objectif est de valoriser les processus biologiques à différentes échelles spatio-temporelles, dont celle du paysage. Ce projet combine différentes techniques mises en œuvre à l'échelle de la parcelle cultivée, à des leviers d'action à l'échelle du paysage. Il accorde une grande importance à la diversité végétale en favorisant la diversification des successions culturelles et la diversité intraparcellaire. Les bénéfices de la biodiversité sont encouragés à travers l'implantation d'infrastructures agroécologiques comme les haies et les bandes enherbées. Alors, Violaine, je te laisse partager ton écran et je te laisse aussi la parole pendant 15 minutes. À toi, Violaine. Merci, Romario. C'est tout bon pour vous? Super. Vous voyez, OK. Donc, merci pour l'invitation. Je suis Violaine Détieux, je travaille sur l'unité expérimentale domaine des poisses de l'INRAE de Dijon et je vais vous présenter les stratégies qui sont mises en œuvre dans le projet ABC pour favoriser les régulations biologiques dans des systèmes agroécologiques de grande culture et des premiers résultats qui ont été obtenus concernant les dynamiques des populations des carabes dans ces systèmes. Donc, c'est un focus qu'on a souhaité prendre pour l'instant
sur les résultats qu'on présentait. Donc, ces travaux, ils associent tous les collègues expérimentateurs des 2 unités expérimentales, donc domaine des Poisses près de Dijon et puis P3R près de Bourges, et également des agronomes et écologues de l'UMR agroécologie. Donc, l'idée centrale du projet ABC, comme rappelait Romario, est de concevoir et évaluer la faisabilité et les performances de systèmes agricoles qui sont conduits sans pesticides, sans pour autant être en agriculture biologique, et qui utilisent la biodiversité comme moyen de production. Donc, pour cela, on combine différentes techniques pour gérer les bioagresseurs. Et donc, la gestion des bioagresseurs, elle repose à la fois sur une approche préventive, mais aussi sur l'intensification des régulations biologiques, en essayant de favoriser au maximum les auxiliaires de culture. Pour cela, on va mobiliser une diversité de leviers agroécologiques à différentes échelles spatio-temporelles. Notamment, on travaille à l'échelle du système agroécologique que nous définissons comme un ensemble cohérent de systèmes de culture conduits selon des principes agroécologiques associés à des infrastructures agroécologiques. Donc, l'échelle du système agroécologique, comme on le définit, nous amène à penser l'échelle du temps dans les leviers qu'on mobilise, donc le temps de la campagne culturelle, mais aussi le temps des successions culturelles, donc le temps plus long. Et aussi à penser la gestion des cultures au sein des parcelles, mais aussi plus largement à réfléchir à la gestion des bordures de champs, à la gestion d'infrastructures agroécologiques et aussi à la gestion d'un petit paysage. Donc, dans le projet, on expérimente donc des systèmes agroécologiques. Dans le cadre de la plateforme Cassis près de Dijon, l'expérimentation représente 125 hectares, donc c'est ce qu'on appelle notre petit paysage. Et dans le cadre du dispositif ABI sur l'unité expérimentale de Bourges, on expérimente sur 2 fois 45 hectares. Donc, dans notre cas, les paysages vont de 45 à 125 hectares. Donc, pour nos stratégies, en fait, pour essayer de favoriser les régulations et d'intensifier les régulations biologiques, tout d'abord, pour essayer de maintenir, voire d'augmenter la biodiversité fonctionnelle dans le système agroécologique, on va chercher à fournir une diversité d'habitats et de ressources alimentaires tout au long de l'année pour la biodiversité et les auxiliaires de culture qu'on souhaite favoriser. Pour cela, on mobilise très fortement la diversité végétale à l'échelle du petit paysage. Donc, on a fortement augmenté la diversité cultivée en diversifiant de manière importante les successions culturelles. Et donc, ce qui nous amène, pour les 2 dispositifs, Cassis et ABI, à avoir une dizaine d'espèces cultivées qui sont représentées dans l'assolement chaque année. Nous cultivons aussi cette diversité intraparcellaire en jouant sur des mélanges d'espèces et des mélanges de variétés. La diversité végétale, on essaie aussi de l'augmenter via la mise en place d'infrastructures agroécologiques qui viennent compléter les éléments semi-naturels qui sont déjà présents dans les paysages des 2 dispositifs. Donc, dans le cas du projet ABC, on a misé sur 3 types d'infrastructures agroécologiques qui nous apportent des services complémentaires. Donc, on a des bandes fleuries, des bandes enherbées et des haies. Et on a complété ces infrastructures agroécologiques par la mise en place de perchoirs à rapaces qui viennent notamment nous aider à essayer de favoriser la prédation des campagnols par les rapaces. Donc, pour les bandes fleuries, on avait initialement, elles étaient composées, enfin, le mélange semé était composé de 37 espèces. On avait essayé de favoriser des espèces qui étaient normalement présentes naturellement et spontanément dans nos milieux. Et ce qu'on attend de ces bandes fleuries, c'est qu'elles nous fournissent différents services, et notamment le fait de produire des ressources de nectar et de pollen le plus longtemps possible sur les saisons culturelles. Donc, on a essayé de rechercher des dates de floraison étalées, en essayant de débuter assez tôt pour la sortie de l'hiver en mars-avril pour accueillir les auxiliaires des cultures avant la floraison des cultures d'hiver dans les parcelles cultivées adjacentes. On a essayé aussi, à travers les espèces semées, de diversifier les types de morphologie florale et les types de couleurs. L'idée, en visant cette grande diversité au semis, était de pouvoir miser sur une diversité qui allait durer dans la durée, en fait, pour ces bandes fleuries qui sont, du coup, qui ne sont pas ressemées annuellement, mais qui ont été implantées en 2018 et qui sont aujourd'hui encore présentes sur le dispositif. Pour les bandes enherbées, on a misé sur un mélange
tout terrain, entre guillemets, composés de graminées et de légumineuses. Et puis, pour les haies à vocation biodiversité, on a privilégié des espèces locales, dont certaines sont mellifères. On a aussi regardé à essayer d'avoir des floraisons étalées pour les espèces présentes. Et on mise surtout pour des haies avec une importante straste arbustive. Et il y a quelques arbres d'orgie qui sont mis tous les 9 mètres dans ces haies. La stratégie vise aussi à favoriser les auxiliaires et leur activité dans les champs cultivés, parce que du coup, il peut être montré des fois que les effets des infrastructures agroécologiques peuvent être annulés par les pratiques agricoles qui peuvent être pratiquées dans les parcelles cultivées. Donc, pour essayer, nous, de favoriser les auxiliaires, on a essayé on cultive sans pesticides, y compris des produits de biocontrôle, ce qui nous permet du coup de limiter les impacts négatifs que peuvent avoir les produits pesticides sur la biodiversité fonctionnelle. On a également des systèmes de culture en semi-direct ou avec, donc sans travail du sol du tout, ou avec un travail du sol qui est très superficiel et assez occasionnel. Ce qui permet ici de perturber le moins possible les phases de reproduction de certains auxiliaires. Et on a également misé sur une gestion extensive des infrastructures agroécologiques. Donc, on est assez peu interventionniste pour la gestion à la fois des bandes enherbées et des bandes fleuries, sachant que l'idée des bandes fleuries, c'est qu'elles se ressèment annuellement. Et donc, si on intervient en dehors des périodes de floraison. Et l'idée, c'est plus de favoriser le ressemis des espèces annuelles quand on intervient. Et pour les bandes enherbées, l'idée, c'est de limiter la dissémination des graines à la fois des bandes enherbées et des bandes fleuries dans les parcelles adjacentes. Et du coup, pour que ces services soient maintenus, du coup, ces infrastructures agroécologiques ne sont pas, il n'y a pas de circulation à la fois d'engins agricoles ou de véhicules dans ce lieu. Et puis, le dernier levier d'action pour favoriser les auxiliaires, notamment leur mobilité à l'échelle du petit paysage, c'est d'avoir positionné du coup, ces infrastructures agroécologiques pour créer des corridors à l'échelle de notre petit paysage. Et du coup, en raisonnant sur la mise en place d'un maillage dense de ces infrastructures agroécologiques, qui fait que du coup, nos parcelles cultivées ont à minima 2 côtés. Enfin, il y a 2 des 4 côtés de chaque parcelle qui est jouxtée par une infrastructure agroécologique. Et à l'échelle du petit paysage, on a aussi misé sur la mixité des pratiques agricoles. Donc là, par exemple, dans le cadre du dispositif Cassis à Dijon, on expérimente 4 systèmes de culture, 2 systèmes qui sont des systèmes en semi-direct et 2 systèmes avec travail du sol possible et tout type de travail du sol. Et donc, du coup, l'idée, c'est de voir si, en fait, en zone intermédiaire, là où on essaie de mixer les parcelles en semi-direct et les parcelles avec travail du sol, est-ce qu'il y a un intérêt à avoir une mixité des pratiques agricoles à l'échelle du petit paysage pour favoriser des flux d'auxiliaires et faire des zones de refuge temporaires, par exemple, au moment d'un travail du sol, que certains auxiliaires puissent aller se réfugier dans des parcelles sans travail du sol. En termes de suivi, ce qui a été mis en place sur les 2 dispositifs, donc il y a beaucoup de suivis qui sont réalisés sur les cultures, permettant de faire du diagnostic agroécologique. On a des suivis qui sont faits sur les différents bioagresseurs de ces cultures, sur les niveaux de rendement et de qualité. Et en termes de suivi de biodiversité, d'auxiliaires et de régulation biologique, on a intensifié les suivis sur les cultures de blé et de colza uniquement dans un premier temps. Et donc, on a des suivis qui sont réalisés de type transect. Donc, on va regarder ce qui se passe dans les infrastructures agroécologiques, en bordure de parcelle, donc dans les 10 premiers mètres de la parcelle, et puis ce qui se passe au centre de la parcelle, avec l'idée de regarder est-ce que nos infrastructures agroécologiques, elles favorisent vraiment la présence des auxiliaires, et est-ce que ces auxiliaires, on les retrouve ou pas dans la parcelle. Donc, pour les auxiliaires qu'on suit, on va regarder des choses sur des auxiliaires volants de type cirfe, coccinelle, chrysope. Et puis, on va aussi s'intéresser à des auxiliaires rampants de type carabe, staphylin.
Donc, c'est des modes de piégeage et d'observation qui sont du coup différents. Donc, on peut utiliser les pots-barbeurs pour les auxiliaires rampants ou les filets fauchoirs dans le cas des auxiliaires volants ou les cuvettes jaunes. Et pour certains couples bioagresseurs auxiliaires, on va essayer d'évaluer le service de régulation potentiel permis par les auxiliaires des cultures. Et donc, on va réaliser des mesures de taux de prédation en ayant des cartes de prédation ou réaliser des mesures de taux de parasitisme pour certains bioagresseurs. Et sachant que pour les cartes de prédation, par exemple, c'est ce qu'on voit ici sur la photo, on peut, pour différencier par exemple ce qui est prédation totale, hein, ce qui est prédation par des petits invertébrés rampant sur le sol, on va utiliser des cages à exclusion pour avoir du coup plus d'informations en lien avec les auxiliaires responsables de cette prédation. Donc, dans le cadre de la présentation, on va plutôt présenter les résultats préliminaires qui ont été obtenus sur les suivis des carabes. Donc, les carabes sont des prédateurs généralistes. Ils sont abondants en fait au sein des agroécosystèmes et leur potentiel de régulation biologique peut être important. Ils ont des niches fonctionnelles variées. Ils se reproduisent soit au printemps, soit à l'automne, en fonction des espèces. Et ils hibernent à la fois sous forme larvaire ou adulte. Certains carabes se nourrissent et se reproduisent dans les parcelles, mais ils peuvent aussi avoir besoin de ressources et d'habitats supplémentaires pour réaliser une partie de leur cycle. Et donc, c'est dans ce cas-là que peuvent jouer les infrastructures agroécologiques comme les bandes enherbées et bandes fleuries. Et donc, du coup, en fonction des saisons, les carabes vont plutôt privilégier ces infrastructures agroécologiques ou la parcelle. Et donc, il va y avoir des phénomènes de flux et de débordement entre les deux habitats. Les résultats présentés aujourd'hui là correspondent à l'analyse des suivis qui ont été réalisés uniquement au printemps, sachant qu'on fait aussi des suivis à l'automne. Donc, c'est des suivis qui sont réalisés en mai et en juin. Et là, on a choisi de présenter des suivis réalisés sur blé sur la plateforme Cassis. Et on a mobilisé les suivis réalisés sur 4 années, donc de 2019 à 2022, sachant que ces bandes enherbées, elles ont été semées à l'automne 2019. Et ici, vous avez rappelé les quelques rares interventions qui ont été faites sur ces bandes fleuries et bandes enherbées en termes de gestion. Donc, en termes de résultats, ici, pour vous montrer qu'est-ce que ça donne en termes d'abondance de carabes à l'échelle du dispositif. Donc, le graphique qui représente l'évolution de cette abondance, c'est-à-dire le nombre d'individus à la fois dans l'infrastructure agroécologique, donc c'est les box plots en vert, ou les abondances dans la parcelle de blé, donc c'est les box plots en rose, ou saumon. Donc, il y a une diminution significative de l'abondance des carabes dans l'infrastructure agroécologique au cours du temps, et elle peut s'expliquer par le fait qu'il y ait une fermeture du couvert au fur et à mesure de l'implantation de la bande enherbée. Et l'abondance, par contre, l'abondance au sein des parcelles, elle reste stable au cours du temps. Sur la période mai-avril, l'abondance au sein des parcelles, elle est supérieure à celle de l'abondance des infrastructures agroécologiques. Et ça peut s'expliquer principalement par la période des suivis, vu qu'en mai et juin, les carabes qui ont hiberné et émergé dans l'infrastructure agroécologique ont probablement déjà migré dans la culture. Pour tester cette hypothèse, des suivis spécifiques sont réalisés cette année dans le cadre de la thèse de Paul Van Bart, où il va réaliser du coup des suivis d'émergence d'auxiliaires à la fois dans l'infrastructure agroécologique et dans toute la culture. Et ces suivis seront mis en place sur la période de février-septembre. Si on s'intéresse au-delà de l'abondance à la composition des communautés de carabes dans les infrastructures agroécologiques, on peut voir du coup sur le graphique là, donc ça représente la richesse spécifique, c'est-à-dire le nombre d'espèces de carabes au cours du temps. On voit qu'il y a une diminution du nombre d'espèces de carabes au cours du temps dans l'infrastructure agroécologique. Donc au cours du temps, c'est pour les printemps des 4 années étudiées. Par contre, cette diminution ne se traduit pas par une diminution de la diversité spécifique, qui est ici calculée via l'indice de Shannon.
et qui montre qu'en fait, les espèces qui sont présentes dans les infrastructures agroécologiques sont assez équilibrées et qu'il n'y a pas d'espèces qui soient supradominantes ou surreprésentées dans les infrastructures agroécologiques. Si on regarde plus en détail l'évolution des communautés des carabes au cours du temps entre les espèces qui sont présentes dans la culture et celles qui sont présentes dans l'infrastructure agroécologique, donc ici, je vais vous aider à lire le graphique. Donc le graphique qui représente par espèce le ratio du nombre d'individus dans l'infrastructure agroécologique sur le nombre d'individus dans l'infrastructure agroécologique et la culture. Donc, si ce ratio, en fait, il est supérieur à 0,5, donc c'est le haut du graphique, ça veut dire que l'espèce de carabe est plus représentée dans l'infrastructure agroécologique que dans la culture. Et inversement, si ce ratio il est inférieur à 0,5, c'est le bas du graphique, ça veut dire que l'espèce est plus représentée dans la culture que dans l'infrastructure agroécologique. Ici, en fait, on a représenté 13 espèces sur le graphique. Et c'est 13 espèces de carabes qui ont été observées au moins 3 années sur 4 dans les différents suivis. On peut remarquer que seulement 3 espèces, donc c'est les espèces qui sont surlignées en bleu là, restent majoritairement dans l'infrastructure agroécologique et que sinon les autres espèces qui étaient surreprésentées pour la majeure partie dans l'infrastructure agroécologique en 2019 sont aujourd'hui majoritairement représentées dans les parcelles cultivées, donc on peut supposer un effet de migration et que ces espèces restent aujourd'hui préférentiellement enfin, du moins durant la saison du printemps, restent préférentiellement dans les parcelles. En termes et pour faire le lien avec un potentiel de régulation en fait de ces carabes, donc je disais les carabes sont des prédateurs généralistes. Ils peuvent avoir différents types de régimes alimentaires. On peut avoir des carabes qui soient granivores, omnivores ou j'ai dit quoi, carnivore, omnivore ou granivore. Et donc, ce qu'on voit sur les communautés observées sur la plateforme Cassis, c'est qu'on a une dominance des carabes omnivores, que ce soit dans les infrastructures agroécologiques et les parcelles, et que la proportion des types de régimes alimentaires n'a pas évolué de manière significative au cours du temps sur nos suivis sur 4 années. Et ici sont représentées du coup les 3 espèces de carabes qui sont le plus représentées dans les suivis et dans nos systèmes sur la plateforme Cassis. Donc, on trouve 2 carabes omnivores et un carabe carnivore. Ici, pour vous donner, avoir des résultats sur les taux de prédation, donc pour voir est-ce que ces communautés de carabes contribuent à un service de régulation. Donc, ici sont représentés à gauche le taux de prédation de pucerons sur des cartes de prédation posées au sol. Donc, oui, les taux de prédation de pucerons. Et à droite, on a un graphique sur les taux de prédation de graines adventices. Donc, on peut voir que sur ces taux de prédation, on a un effet important de l'année. On avait fait l'hypothèse en fait que les systèmes en semi-direct ou avec très peu de travail du sol seraient moins impactants sur le succès reproductif des carabes sur le long terme et donc pourraient jouer sur le service de régulation. Et donc là, pour l'instant, avec ces premiers résultats préliminaires, on voit que cet effet n'est pas observé systématiquement, en fait. Le fait qu'il y en ait plus de prédation dans les systèmes en semi-direct versus les systèmes en travail du sol. Donc, en termes de perspective, l'idée, c'est d'enrichir le jeu de données pour traiter les questions et les analyses qu'on a commencé à faire sur les carabes sur les sessions de printemps en blé. Donc, l'idée, c'est d'intégrer les données qui sont en cours de collecte pour la campagne 2023 et aussi de remobiliser des données de suivi de carabes qui avaient été faits avant la mise en œuvre à la fois des infrastructures agroécologiques et des nouvelles pratiques agricoles en intégrant du coup les données de la campagne 2018. Là, on a présenté et on a commencé à regarder les données sur les prédateurs généralistes carabes, mais l'idée, c'est de faire aussi le travail en intégrant des données sur les araignées. Les résultats présentés ne concernaient que le dispositif Cassis, donc le travail est aussi à poursuivre pour la plateforme ABI, donc à Bourges, et en intégrant du coup non pas seulement les suivis blé, mais aussi les suivis colza. Et enfin, là, les résultats présentés concernaient les sessions de printemps, et donc du coup, l'idée c'est aussi voir et d'analyser ce qui se passe à l'automne en fait, dans les parcelles cultivées et dans les infrastructures agroécologiques.
Donc, ça, c'est en termes de jeux de données mobilisables et qu'il faut qu'on analyse plus précisément. Et puis, en termes d'analyse complémentaire, donc l'idée, c'est d'analyser plus finement la dynamique des communautés. Et donc, ça, ce sera un travail qui va être réalisé par Paul Van Wart, qui réalise sa thèse à l'UMR agroécologie. Il va notamment s'intéresser au rôle des infrastructures agroécologiques indépendamment des systèmes de culture et voir leur rôle en termes sur l'hivernation et la reproduction des communautés de carabes et d'araignées, avec une manip en cours que je mentionnais tout à l'heure sur des pièges à émergence. Il va également s'intéresser au flux entre la culture et les infrastructures agroécologiques au cours des différentes saisons, en étudiant notamment ce qui se passe sur les individus émergents et les individus circulants pour les carabes. Et enfin, il va plus précisément, en mobilisant d'autres jeux de données, tester si les systèmes en semi-direct augmentent le succès reproductif des prédateurs dans les parcelles. Merci, Violaine. Merci pour cette présentation. Du coup, on n'aura pas le temps de prendre toutes les questions. On va en sélectionner on va en sélectionner quelques-unes rapidement, en 2 minutes. Quelles sont les espèces cultivées? Ah, pardon, ouais. Donc, du coup, on a des blés, des colzas, de la moutarde. En céréales, on peut avoir de l'orge de printemps, de l'orge d'hiver. Les blés peuvent être cultivés en mélange variétaux où on a des blés pois, des blés févroles. Et en culture d'été, on va avoir du soja, du tournesol. Voilà. Et on peut avoir aussi en protégine de printemps, on peut avoir aussi du lupin. D'accord. Dans les IAE et les carabes, est-ce que les évolutions sont liées aux évolutions des IAE elles-mêmes ou bien selon des facteurs climatiques différents selon les années? Oui, mais ça, il faut qu'on approfondisse. Mais l'abondance des carabes au sein des IAE, on a vu qu'il y avait un effet au cours du temps. Enfin, du coup, il y avait un effet année sur. Ah oui, mais du coup, est-ce que c'est lié à la météo? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est lié aux conditions météo ou mais ça, c'est difficile à dire en fait. Vu qu'on n'a pas les IAE, elles ont toutes été mises en même temps. Donc du coup, c'est à la fois l'évolution de l'habitat versus les conditions climatiques en fait. Oui. Enfin, c'est année. Ouais, je ne sais pas si c'est très clair ce que tu dis. OK. Une toute dernière question. Vous avez indiqué que les systèmes sans pesticides, y compris produits de biocontrôle, que voulez-vous dire? Qu'aucun pesticide et produit de biocontrôle n'a été utilisé ou alors justement les produits de biocontrôle ont pu être utilisés? Non, du coup, il y a aucun, enfin, c'est 0 pesticide, y compris pas de produits de biocontrôle ni de produits homologués en agriculture biologique. Et donc, l'idée, c'était bien de dire qu'on veut pouvoir favoriser au maximum la biodiversité et aussi être capable d'évaluer les autres leviers que ces moyens chimiques, en fait, ou même naturels, et qu'on veut évaluer les autres types de leviers sur la biodiversité. D'accord, merci, Violaine. Les questions qui n'ont pas été répondues, est-ce que tu peux les répondre directement dans le chat? Et comme ça, on va avoir le temps de passer à la... Désolée d'avoir dépassé mon temps. D'accord, c'est pas grave. Oui, on va passer rapidement à la 3e présentation avec Mathieu. Rapidement, j'introduis le projet Banabio, donc, qui est un projet d'évaluation des systèmes de culture innovants en banane biologique. Alors, c'est un projet qui se déroule en Martinique sur 2 sites, enfin, sur un seul site expérimental où il teste 2 systèmes de culture. Alors, ce projet, il vise à évaluer de façon expérimentale des prototypes de systèmes de culture innovants, de bananes dessert relevant de l'agriculture biologique, destinés à la filière export comme à la filière locale. Il y a différents leviers qui sont mobilisés dans le cadre de ce projet. Et donc, c'est un projet qui vise à maximiser les régulations écologiques pour le contrôle des bioagresseurs. Donc, des leviers comme la jachère assainissante, ils essaient aussi de favoriser des taux de prédation, ils introduisent des barrières physiques.
Alors, je vais te laisser la parole, Mathieu, et tu as la main pour partager ton écran. Parti. Alors, comment ça va? Ok. Attendez, ouais, vous m'entendez? Juste, je suis en train de gérer le partage, mais il y a un bandeau qui s'affiche là, je n'arrive pas à voir ce que je veux dire. Voilà. Oui, oui, OK. Non. Non, à partir du début. Voilà, excusez-moi. Est-ce que c'est bon maintenant? Vous m'entendez et vous C'est voyez bon, bien c'est super. le Peut-être, diaporama? oui, là, c'est bon, super. Ok, bon, bah, je vais commencer. Alors, merci pour l'introduction, Romario, et bonjour à tous et merci de suivre ce séminaire. Je m'appelle Mathieu Couly, je travaille au CIRAD en Martinique et je vais vous présenter un retour d'expérience sur le projet Banabio qui vise à produire de la banane en agriculture biologique en zone tropicale humide. Je ferai un focus sur l'effet de l'introduction de légumineuses ligneuses sur la nutrition azotée des bananiers. Donc voici le bref sommaire de ma présentation. Tout d'abord, je vais commencer avec un petit rappel sur la production de bananes Cavendish export aux Antilles françaises. Donc, dans ce contexte-là, les bananiers sont généralement plantés sous forme de vitroplan suite à une jachère. Et la première récolte de régime intervient 9 mois après la plantation. Ensuite, il y a une étape où on sélectionne le rejet à partir de la même souche. Et le second régime et tous les régimes suivants sont récoltés 8 mois après, à partir toujours de la même souche initiale. Les parcelles ont une durée de vie qui est comprise entre 5 à 10 ans. Donc, au cours des dernières années, il y a eu d'importants efforts de réduction de l'usage des pesticides dans la production de bananes Cavendish aux Antilles françaises. Il faut dire qu'on part de loin. On a notamment eu le scandale du chlordécone dont vous devez entendre parler en métropole. Et ça a vraiment poussé à la fois la filière, mais aussi individuellement les agriculteurs à réduire la quantité de produits phytosanitaires utilisés. Comme vous pouvez le voir, il y a eu, là, c'est la quantité totale de substances actives utilisées. Il y a une réduction il y a presque une division par 3 du nombre de produits en 20 ans. Alors là, juste pour information, la barre verte, ça représente les herbicides. Alors, il n'y a pas un nombre important de traitements herbicides qui est réalisé chaque année, mais par contre, comme on utilise beaucoup de substances à chaque traitement, ce sont les herbicides qui occupent la part la plus importante. À l'inverse, les fongicides, qui sont les produits bleus et jaunes, occupent une part assez faible, mais on traite beaucoup, mais ils sont peu concentrés. Donc ça, c'est une chose qu'il faut voir lorsque des fois on utilise uniquement l'IFT comme indicateur. Ça ne reflète pas forcément la quantité totale de substances utilisées. Alors, les objectifs du projet Banane Bio étaient justement les agriculteurs, suite à cette réduction, ils sont un peu face à avoir fait un énorme effort, mais il n'y a pas forcément de valorisation, que ce soit en termes économiques, en termes de reflets sur leur profession. Et une des idées, ce serait d'achever cette transition agroécologique jusqu'à obtenir une production de bananes bio. Et ça pourrait être une manière de mieux valoriser leur production et les efforts réalisés. Donc ce projet, il prend racine dans ce contexte-là. Il a pour objectif d'établir des références techniques et économiques sur la culture de bananes bio aux Antilles françaises. Pour l'instant, il y a très peu d'agriculteurs, donc on est vraiment en manque de références. Parfois, les institutions souhaitent aider à dynamiser la conversion, mais on manque de ces références-là, justement. Donc au CIRAD, on a établi un projet qui est basé sur un dispositif expérimental randomisé sur une même parcelle qui a le même historique. Et on a testé 3 systèmes. Un système en agriculture conventionnelle, un système bio-intensif et un système biodiversifié, les parcelles étant répétées sur ce dispositif-là. Alors, au début du projet, je vais aller directement au résultat et vous verrez que en fait, la constitution de ces 3 systèmes de culture, ça fait partie déjà du travail, puisque le système conventionnel qui va nous servir de témoin pour comparer au bio, il a été établi comme la moyenne des pratiques agricoles conventionnelles en Martinique. Donc, on se base dans une monoculture de bananes, avec une plantation d'à peu près 1800 plants hectares, une fertilisation azotée à environ 450 unités d'azote hectare, et on a principalement comme traitement 3 traitements herbicides par an et 7 traitements fongicides qui sont accompagnés de 7 traitements à l'huile minérale qui peuvent être qualifiés de traitements de biocontrôle.
Alors, pour définir les systèmes en agriculture biologique, on ne les a pas forcément définis nous-mêmes, mais on les a définis de manière collective lors d'ateliers de co-conception qui ont lieu au début du projet. Donc, il y a eu environ 40 participants, que ce soit des membres de la filière, des agriculteurs ou des institutionnels qui y ont participé. Et ces ateliers, ils ont principalement porté sur la conception du dispositif biodiversifié, que je vais vous présenter par la suite. Là, vous voyez déjà le schéma de plantation des parcelles, sachant que le dispositif biointensif, il est dans le même paradigme, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même dans de la monoculture, alors que le système biodiversifié est plus un système en rupture. C'est pour ça qu'on a voulu faire appel aux ateliers de co-conception pour qu'il y ait une meilleure adoption par la suite et que les gens, il y ait un consensus sur ce type de système. Donc, la principale différence entre les deux, c'est qu'il y a une association de cultures dans le système biodiversifié. Il n'y a pas uniquement de la banane, il y a de la banane en interculture avec du cacao. Et il y a l'introduction d'arbres de service à différentes strates, des arbres de haute strate, des arbres de petite taille qui sont des buissons et d'autres arbres de service que je vais vous détailler après. Alors, en biointensif, on a la même densité de plantation qu'en système conventionnel, c'est-à-dire 1800 plants hectares, et les plans de fertilisation azotés sont sensiblement identiques. On a un petit peu augmenté parce que comme ce sont des fertilisants organiques en bio, il y a un délai pour la minéralisation des engrais qu'on a voulu compenser par cette légère augmentation. La gestion d'endarmement, il n'y a pas d'herbicides qui sont utilisés, mais ça est remplacé par 7 fauches. Et pour la cercosporiose, c'était pour cela qu'on utilisait les fongicides, on a remplacé 7 fongicides et 7 huiles par 14 huiles, qui sont des traitements de biocontrôle. Et au niveau de la densité de plantation en biodiversifié, on va remplacer 600, on a fait sauter 600 bananiers qu'on a remplacés par 600 plants de cacaoyers. Donc, c'est un design de substitutif en association. Alors là, on a planté la parcelle en 2019. Hein, c'est la plantation des bananiers, puisqu'il y a eu un an de jachère au début du projet. C'est aussi le temps qui a été nécessaire à l'atelier de co-conception. Et aujourd'hui, on a la 6e récolte des bananiers et la première récolte des cacaoyers. Les brefs premiers résultats que je peux vous donner à l'échelle globale, à l'échelle du système, c'est qu'on a une perte de rendement d'environ 19% sur les 4 premiers cycles en agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle. Et c'est déjà une performance qui est très intéressante parce qu'on est situé à des niveaux de rendement qui sont très élevés. Là, ce sont les rendements en tonnes par hectare. Et pour information, il y a des retours sur cycle qui peuvent être entre 6 à 8 mois. Ça veut dire qu'on peut produire en bio environ 50 tonnes de bananes bio à l'hectare sur ces parcelles-là. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Alors, on reste dans des gammes de productivité très élevées. Il n'y a pas le yield gap est relativement raisonnable, on peut dire. Je ne m'attarderai pas sur le résultat du système biodiversifié. Il est plus faible parce qu'il y a une baisse de densité. Et ensuite, là, je vous présente un bref aperçu de l'évaluation économique, parce que produire beaucoup en bio, c'est possible, mais combien ça coûte? Alors là, nous, ce qu'on a montré en évaluant, là, c'est seulement sur les 3 premiers cycles, en évaluant les coûts de l'ensemble des postes de dépenses pour l'ensemble des pratiques, c'est qu'on a une augmentation du coût de 50% au niveau global en agriculture conventionnelle. Ça, c'est une augmentation du coût en euros par tonne, c'est-à-dire à la même quantité de bananes produites. Alors, comme les bananeraies bio produisent un petit peu moins, on a en réalité une augmentation du coût qui est un petit peu plus faible que 50%. Et les postes qui sont les plus dépensiers, ce sont les postes qui concernent la fertilisation. L'achat des engrais est très coûteux en bio, d'autant plus qu'en Martinique, il y a une bonne partie qui sont importés par bateau. Comme les engrais bio sont beaucoup plus volumineux du fait qu'ils soient moins concentrés, c'est de la matière organique, c'est bien plus coûteux de les acheter. D'autre part, l'autre poste qui est très coûteux, c'est la gestion des adventices. On place 3 herbicides faciles à appliquer par 7 fauches qui sont souvent faits avec des débroussailleuses à dos, donc qui demandent beaucoup de main-d'œuvre et du coup, le coût de la main-d'œuvre étant élevé aux Antilles françaises. Donc voilà. Bon, voici pour ces brefs résultats à l'échelle du système. Maintenant, je vais vous présenter le focus que j'ai choisi de faire aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez vu précédemment, on a vu que la fertilisation était un poste de dépense très élevé. Donc, j'ai focalisé sur la nutrition azotée du bananier dans le système agroforestier. Et j'ai voulu étudier précisément l'impact de l'introduction de légumineuses ligneuses dans la nutrition des bananiers. Donc, les 2 questions précises que je vais poser, c'est quelle quantité d'azote atmosphérique est fixée par les espèces de légumineuses qui sont associées aux bananiers, d'une part, et d'autre part, quelle proportion de cet azote fixé a pu être assimilée par le bananier dans les systèmes agroforestiers en association avec des légumineuses. Donc, pour répondre à ces questions, on a mis en œuvre des techniques qui sont basées sur l'utilisation de l'abondance naturelle de l'azote. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail des formules, ce n'est pas l'objet de ce séminaire, mais ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il y a naturellement, il y a 2 formes de l'azote qui sont présentes à la surface de la Terre, une forme un peu plus lourde, le quinzaine, et une forme un peu plus légère, le quatorzaine. Et dans l'atmosphère, il y a une prédominance de la forme légère, et dans le sol, il y a une proportion beaucoup plus importante de la forme lourde.
Et en fait, cette forme lourde, elle augmente le long des réseaux trophiques. Et grâce à cette propriété naturelle, on va pouvoir déterminer si l'azote des plantes a été puisé dans le sol ou s'il a été puisé dans l'atmosphère via la fixation symbiotique. Voilà, je n'entrerai pas plus dans le détail, hein, mais c'est des techniques qui sont bien utilisées. Il y a plusieurs publications sur le sujet. Et j'ai utilisé une autre formule qui permet d'estimer le transfert de cet azote fixé, qui est issu d'azote atmosphérique, vers une plante cible. Dans notre cas, la plante cible, ça a été le bananier. Et cette étude de transfert, il est possible que si on a des conditions particulières qui sont remplies. Il faut avoir un système avec une légumineuse et la plante destinée et la plante cible. Donc, ce sera le système agroforestier, et un système avec uniquement la plante cible qui est cultivée en absence de légumineuse. Et il se trouve que c'est le cas dans notre essai, puisque dans le système bio-intensif, la fauche du couvert bas a sélectionné des graminées. Il n'y a aucune légumineuse herbacée qui se sont développées dans la végétation des basses strates dans le système bio-intensif. Donc voilà, je vais passer au résultat. Donc un bref rappel de ce à quoi ressemblent nos parcelles. Donc on a le bananier, on a eu du pois d'Angole avant l'installation des cacaoyers, l'indigotier étant une strate plus arbustive qui est en dessous du bananier, et on a le pois doux qui est un arbre légumineuse qui occupe les strates supérieures à 4 mètres. 4 mètres étant la hauteur du bananier, 4 à 5 mètres, c'est la hauteur du bananier. Donc voici quelques illustrations. En 2019, avant la plantation des cacaoyers, on a supprimé le pois d'Angole, Casanus cajan, qui a été restitué sous forme de taille au niveau du sol. Ici, vous avez une illustration de l'indigotier qui sont taillés sévèrement pour être maintenus sous forme d'arbustes. Et ensuite, ici, vous avez les arbres, le pois doux, l'arbre à la plantation et l'évolution de la croissance de l'arbre au cours des années. Et vous voyez à droite un exemple de taille où on va mettre les émondes, en fait, les restitutions de taille alignées sur le rang, de manière à ce que les bananiers ensuite puissent bénéficier de ces restitutions, vous voyez, sur les deux rangs qui sont latéralement. Donc, au cours ce qu'on peut voir, c'est que depuis la plantation et la mise en place de l'essai, les restitutions, on les quantifie à chaque fois. Et il y a une augmentation vraiment importante de la restitution, notamment de la restitution par l'arbre légumineuse, le pois doux, qui va augmenter. Et la dernière restitution que l'on a quantifiée en fin de l'année dernière, on a estimé à plus de 10 tonnes de matière sèche par hectare qui étaient restituées dans le système. Donc, ça permet déjà, en termes de biomasse, il y a des restitutions importantes. Maintenant, comme on n'a pas fini d'analyser tous les résultats, je vais faire un petit focus sur le début du projet, où là, on a eu tous les résultats et on peut analyser très finement ce qui s'est passé. Là, c'est la restitution en fonction des différentes espèces que j'ai mentionnées dans le système agroforestier. Donc, on peut voir que selon les espèces, hein, par exemple le Cajanus, le pois d'Angole, il a restitué 2 tonnes de matière sèche à l'hectare, et on a la répartition entre le bois et les feuilles. Il faut savoir que la technique d'abondance naturelle ne fonctionne que sur les feuilles. On ne peut pas estimer à partir du bois. Maintenant, quand on regarde la concentration en azote dans ces restitutions, on remarque qu'il y a une restitution en azote par hectare qui sont situées entre 40 kg d'azote, entre 30 et 40 kg d'azote à l'hectare. Donc, cette restitution de biomasse, elle fait aussi des restitutions importantes d'azote dans le système. Maintenant, l'objectif, ça va être de savoir d'où provient cet azote. Est-ce que c'est de l'azote qui a été puisé dans le sol et donc potentiellement en compétition avec le bananier, ce qui serait intéressant, mais bon, pas tant que ça, ou si c'est de l'azote qui provient de l'azote atmosphérique. Donc là, ce qu'on a mesuré sur le graphe de droite, c'est le pourcentage d'azote dérivant de l'azote atmosphérique dans les 3 espèces de notre système. Donc le Cajanus cajan a environ 90% de son azote qui provient de la fixation symbiotique. Les grands arbres, à peu près 80%, Inga, et les indigotiers, l'arbuste, une proportion d'azote qui est un peu plus faible, on est autour de 75%. Donc si on rapporte ça à la quantité d'azote totale restituée par les feuilles, on se rend compte qu'on restitue, en taillant les Cajanus cajan, les pois d'Angole, 20 unités d'azote à l'hectare fixées de manière symbiotique. Donc c'est vraiment une pompe à azote de 20 unités d'azote dans notre système. Les autres espèces fournissant un petit peu moins. Sur l'indigo, on n'est pas loin aussi de 20 unités d'azote qui sont restituées. Donc oui, les légumineuses permettent de fixer, et ça c'est quand même super intéressant parce qu'il y a quand même des théories qui disent que dans les systèmes à forte productivité, avec des fortes fertilisations, ça inhibe en fait la fixation symbiotique. Donc ça, c'est vrai lorsqu'on fait une fertilisation minérale, mais dans des systèmes bio très productifs avec des fortes fertilisations organiques, nous, on montre qu'on peut aussi fixer des très grandes quantités d'azote, et ça, c'est plutôt encourageant sur l'utilisation de ce levier dans les systèmes bio, de ce levier pour augmenter la fixation d'azote et réduire les intrants azotés. Donc maintenant, je vais passer à la dernière partie des résultats qui montre quelle proportion de cet azote fixé a été réellement transféré au bananier et assimilé. Donc, comme je l'avais mis dans la slide de méthode, il y a plusieurs manières pour être transféré. Il peut y avoir des transferts directs via des mycorhizes,
mais ça peut être aussi, et nous c'est surtout ce qu'on pense ici, un transfert via la décomposition des résidus. Nous, on pense que c'est plutôt cette hypothèse dans notre cas, puisqu'on a beaucoup taillé les bananiers, il y avait d'énormes restitutions. C'est plutôt la décomposition de ces restitutions qui va réaliser le transfert. Alors, lors de la première année, en 2019, on a des résultats très variables entre les 3 blocs de notre essai. Et donc là, moi, je préfère ne pas interpréter ces résultats-là, qui sont trop variables entre les blocs. Par contre, en 2020, on voit que ça s'est assez stabilisé et je pense que là, c'est assez fiable ce résultat. Et on est entre 11 et 13% de l'azote qui a été fixé par de l'azote qui est contenu dans les bananiers du système biodiversifié, qui est issu de la fixation symbiotique. Donc ça, c'est quand même super important. Ça veut dire que la contribution de ces légumineuses à la nutrition azotée, qui est vraiment un enjeu clé hein, dans le cadre d'une culture de banane, eh ben, elle contribue de manière vraiment significative, de l'ordre de 10 à 13%. Donc, je vais conclure maintenant. Donc, juste pour résumer, on a vu qu'on apportait jusqu'à 40 kg d'azote à l'hectare par la légumineuse, donc et qu'une grande partie provient de l'azote atmosphérique, plus de 75%. Donc, c'est vraiment intéressant. Et que cette part-là, en fait, ça correspond à une proportion importante des apports d'engrais. Dans le système agroforestier, on a abaissé la densité, on est à peu près à 342 kg d'azote à l'hectare. Donc, c'est intéressant parce que ça représente à peu près 10% de la fertilisation. Donc, maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'on pourrait réduire cette fertilisation de 10% puisqu'elle est compensée par la fixation symbiotique? Ça va être la suite du projet. Et je tiens quand même à noter qu'il faut y aller mollo avec ces réductions d'apport azoté si on veut garder des bons rendements, puisque le pourcentage d'azote dans les feuilles de bananier n'a pas changé dans le système biodiversifié. Par contre, on a vu une évolution des teneurs en azote total dans le sol. Donc, comme on est déjà à des seuils un peu faibles de teneur en azote dans les feuilles, il ne faut pas aller trop vite lorsqu'on réduit l'azote parce qu'on pourrait arriver à des systèmes carencés et avoir des fortes baisses de productivité. Et ben voilà, je vous remercie de votre attention et je tiens quand même à signaler que ce projet, c'est vraiment un projet collectif hein, et j'ai mentionné ici et dans la première page également tous les participants, que ce soit des chercheurs, des ingénieurs agronomes, des techniciens et des ouvriers agricoles qui tous les jours travaillent à cultiver cet essai, cultiver les bananiers sur l'essai. Voilà, merci de votre attention. Merci à toi, Mathieu, pour cette intervention, cette belle présentation d'ailleurs. On va rapidement passer à la séance questions-réponses. Y a-t-il une réflexion pour introduire des petits herbivores pour gestion de l'enherbement et fertilisation en bio, donc petits herbivores ou volailles? Ouais, c'est une excellente question et je dois dire qu'il y a déjà plusieurs équipes du CIRAD qui travaillent là-dessus aux Antilles. En fait, il y a quand même quelques freins à cette adoption. Déjà, il y a le fait que les agriculteurs de bananes sont assez spécialisés dans leur culture. Et gérer des petits herbivores, c'est aussi un métier, hein, c'est être éleveur. Donc, il faut voir au niveau de l'organisation à l'échelle territoriale comment on gère cela. Ensuite, l'autre facteur qui est assez limitant, c'est du fait de la contamination en chlordécone des sols aux Antilles. Il y a un transfert vers les petits ruminants. Et souvent, les parcelles de bananes sont des sols chlordéconés, puisque c'est bien sûr pour cette culture que l'on a utilisé le chlordécone. Donc, se pose aussi la contamination de la viande après, si on veut commercialiser la viande. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est une très bonne pratique. Et enfin, le dernier frein à ça, c'est la clôture des parcelles et la gestion des chiens errants, qui sont assez proéminents. Mais en tout cas, c'est une piste, je pense qu'il faut creuser. Parce que le bananier n'est pas appétant. Ouais. Il a une sève un peu toxique, donc naturellement, les ruminants ne vont pas le manger. Donc, ça, c'est plutôt un atout, pour le coup, pour cette pratique-là. D'accord. C'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Les produits Banol et Banol HV sont des adjuvants. Ils ne disposent pas de la notion liste biocontrôle éditée par la DGAL. Oui, tout à fait. Alors, ça c'est un peu un abus de langage de ma part. Je m'en excuse. En réalité, on met du Banol avec une addition de sérénade, qui est lui le produit de biocontrôle. Moi, néanmoins, je mentionne Banol puisqu'on a fait plusieurs essais au CIRAD. On a montré que en fait, le sérénade avait un effet nul en fait par rapport à uniquement à l'addition de produits de biocontrôle. Donc, en fait, normalement, on doit mettre du sérénade, hein, mais c'est pas lui qui fait l'effet. C'est un effet en fait déperlant physique. C'est-à-dire qu'on met cette huile sur la feuille et en fait, l'eau stagne pas, elle ruisselle. C'est ça qui fait vraiment que ça contrôle la sarco. Mais en effet, je m'excuse pour cette petite imprécision. Il faut en effet bien mettre du sérénade dans le Banol. Oui, d'accord. Oui, en fait, il y a quelqu'un qui est plutôt intéressé à la méthode de calcul de l'azote issue du transfert dans le bananier. Alors, cette personne aimerait que tu reviennes un peu sur cette méthode.
Ouais, rapidement. faut pas qu'elle hésite à me contacter après, parce que Oui, moi je fais ça, c'est oui, assez pointu et je fais ça aussi avec d'autres collègues, hein, notamment oui. Antoine Galliana et des collègues du LSTM. Mais en fait, le transfert d'azote, on a pu le quantifier parce qu'on a des parcelles en bio-intensif où là, il n'y a aucune légumineuse. Donc, et le bananier a uniquement une nitration organique. Donc là, il va avoir un delta quinzaine, un enrichissement très élevé. En delta quinzaine, on va être à +8 par rapport à l'atmosphère. Alors que dans les systèmes biodiversifiés, il va également se nourrir de l'azote organique, donc il va avoir tendance à aussi être à +8, sauf qu'en fait, il va se nourrir des restitutions de taille des légumineuses qui, elles, contiennent un azote qui a la signature isotopique de l'air. Donc, la signature isotopique de l'air, c'est 0. Donc, en fait, c'est simplement entre +8 et 0. Si on va à 0, on aurait un bananier qui est 100% nourri avec l'azote de l'air. C'est d'ailleurs ce qu'on observe dans les parcelles conventionnelles, puisque le bananier, dans les parcelles conventionnelles, est issu de l'azote minéral fixé par le procédé Haber-Bosch, qui fixe l'azote de l'air. Donc là, dans cet essai-là, on n'a pas utilisé les parcelles conventionnelles. Et donc, la proportion, en fait, la diminution par rapport au +8 de ce pourcentage, en fait, on est à peu près à +7 de delta quinzaine dans les parcelles biodiversifiées. Et ce petit delta-là, il correspond à l'azote qui est issu de la décomposition des litières de légumineuses taillées. Voilà, je le fais en simplifié. Si la personne veut se rapprocher de moi après pour plus de détails, il n'y a aucun souci. Je pense qu'il y aura mon contact après dans la. Oui, Je ne oui. sais pas si j'ai été clair, mais c'est vrai que c'est un peu technique, mais en tout cas, quand on prend le temps de bien comprendre, c'est une méthode qui est assez puissante. On ne peut pas le faire partout. Ça dépend du delta quinzaine du sol de l'endroit où on est, quand même. Il y a des Oui, petites oui. conditions à remplir. Oui, et comme tu le précises, j'ai remis à l'écran tous les contacts de tous les intervenants au cas où vous auriez des questions après le webinaire. Donc, n'hésitez pas à les contacter directement pour leur poser directement vos questions. Euh, il y a une autre question, elle est plutôt d'ordre méthodologique, donc elle questionne plutôt votre dispositif. Et la proximité des parcelles bio conventionnelles dans l'essai ne pose-t-elle pas de problème? Pas de transfert des produits d'une parcelle à l'autre? Tout à fait. Alors ça, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée, d'autant plus qu'on fait d'autres évaluations que je n'ai pas détaillées ici. Il y a des évaluations de biodiversité, etc. En fait, dans les parcelles, elles sont quand même assez grandes. Les parcelles font un peu plus de 600 mètres carrés. Il y a, il me semble, environ 120 bananiers par parcelle. On ne suit, pour ces mesures-là, que 10 à 15 bananiers qui sont situés au cœur de la parcelle. Donc, ça fait une bande tampon qui est très importante, qui fait 2 rangs de bananiers. Donc, ça fait 8 mètres de bande tampon sur chaque placette. Donc, et les bandes tampons, comme les parcelles se touchent, on a presque 20 mètres d'écart entre 2 bananiers suivis. Enfin, plus que ça, on a 50 mètres d'écart entre 2 bananiers suivis de modalités différentes. Donc, a priori, ça limite fortement les transferts. D'accord, merci Mathieu, et merci à vous toi. Nous allons peut-être mettre fin à ce webinaire. Juste avant, il y avait des liens qui nous ont été transmis, qui nous a été transmis par M+A. Alors, ce sont des liens pour avoir plus d'infos sur le projet. Vous les aurez dans le chat, normalement. Et donc, n'hésitez pas, comme je le disais tout à l'heure, à contacter les porteurs de projet, les intervenants pour leur poser vos questions après le webinaire. Ils y répondront. Il ne reste plus qu'à mettre fin à ce webinaire et donc à cette série qui a été très, très longue. Et, Excuse-moi, Romario, je peux juste préciser, je suis oui, désolé de t'interrompre, qu'on édite des newsletters sur le projet Banabio et qu'elles sont toutes disponibles sur le site internet et que ça retrace un petit peu l'historique du projet. Donc, on met pas mal de choses sur notre page oui, web Éco-Phytopique, donc il ne faut pas hésiter à la consulter. oui, et Voilà. d'ailleurs, Excuse-moi pour oui, l'interruption. oui, et d'ailleurs, nous vous invitons à consulter la page Éco-Phytopique, en fait, qui est aussi dédiée au webinaire où vous allez trouver les replays. Il y a aussi les pages des projets que vous pouvez consulter si vous voulez avoir plus d'infos sur ces projets. Merci pour votre participation à ce webinaire. Nous allons vous faire passer sous peu un petit questionnaire pour une enquête de satisfaction. Donc, vous aurez aussi accès très prochainement à l'ensemble des supports de présentation
au contact des intervenants et au replay de cet épisode. Merci à vous et à la prochaine, quoi. Au revoir.